Bienvenue au Geek Show de Popcorn. Cette semaine, on reçoit Antoine. Comment ça va? Ça va, et toi? Merci. Ouais. Merci pour l'invitation, hein, surtout. Ouais, pas de problème, pas de problème. Antoine, t'as un petit projet. C'est jamais des petits projets. Ouais, pour l'instant, c'est petit, mais c'est voué à grandir. Ouais, ça va devenir quelque chose d'assez grand. C'est Book, les éditions Book. Les éditions Book, ouais, tout à fait. Donc, c'est quoi au juste les éditions Book? Alors, les éditions Book, c'est donc une maison d'édition spécialisée dans le jeu vidéo. Donc avec en premier lieu une publication trimestrielle donc sur le jeu vidéo québécois et montréalais où donc je vais parler de l'industrie et en gros de comment on fait les jeux ici et comment on vit les jeux ici, puisque donc j'ai pu remarquer qu'il y avait donc énormément d'informations qui circulaient au sein de l'industrie québécoise, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'événements qui ont lieu, mais bizarrement les informations sont toutes éparpillées un peu à droite à gauche. Et il n'y a pas vraiment d'endroit de point central où on peut avoir de cette info-là. Où on peut avoir voilà, toutes les informations liées à l'industrie québécoise. Et donc je me suis dit que j'allais me lancer pour sortir une publication vraiment spécialisée dans le jeu vidéo québécois et la façon dont les gens le ressentent ici aussi, quoi. Ok. Puis là, tu vas commencer, je pense que c'est le MOOC qui va commencer. Voilà, c'est ça. Ouais. La publication s'appelle le MOOC, puisque en fait, c'est juste tout simplement un MOOC. Donc, qu'est-ce que c'est un MOOC? C'est donc une contraction entre magazine et book. En gros, c'est un magazine vendu comme un livre, quoi. Ça permet d'avoir plus d'avoir plus de facilité au niveau du circuit de distribution. Ça limite plus à être vendu seulement dans les pharmacies ou ce genre de choses. On peut être mis en librairie et tout ça. Et ça favorise aussi les articles de fond, donc des articles plus travaillés, plus comment on pourrait dire ça, plus élaborés. Voilà, plus élaborés que simplement juste des actualités vite fait comme ça, quoi. Donc et moi le jeu vidéo québécois, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, et je me suis dit que c'était le bon moment là pour mettre ça sur papier, quoi. Puis, fait que le MOOC, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir avoir à peu près à tous les 3 mois. Exactement, c'est ça. Puis pour l'abonnement, toutes ces choses-là, ça se fait sur le site web, j'imagine. Voilà, exactement. On a un site web, donc éditionbook, tout attaché et sans accent, .ca. C'est B-O-O-Q-C. Voilà, B-O-O-Q-C, justement, pour rappeler le Québec. Exactement. Puis le MOOC, c'est la même chose, c'est M-O-O-Q-C. M-O-O-Q-C, voilà. Okay. Je suis pas allé chercher très loin, mais justement, au moins, ça permet c'est correct. de... Voilà. C'est simple, ça marche. Puis dans la première édition, on peut s'attendre à avoir... Parce que ça, tu vas pas parler juste de l'industrie du gros jeu vidéo, des gros développeurs. Tu vas parler aussi des développeurs un peu plus indépendants. Ouais, c'est ça. C'est parce que donc on a des gros studios, on a la chance d'avoir des gros studios ici au Québec, mais on a aussi surtout la chance d'en avoir énormément de petits qui font des jeux, donc certains diront beaucoup plus innovants que les gros, puisqu'ils peuvent se le permettre aussi, quoi. Et donc on va parler donc du jeu vidéo indépendant, et typiquement là je me suis intéressé pour la partie critique un peu, si on veut, d'un jeu qui s'appelle Hyper Void, qui est sorti sur PS3, qui est justement pas du tout connu et qui est pourtant excellent. C'est une sorte de shoot 'em up où on est juste sur un seul plan, on peut pas se déplacer d'avant en arrière, on peut juste se déplacer de droite à gauche. Et justement, les développeurs ont accepté de répondre à mes questions, et ça a donné justement un article très intéressant sur comment le jeu a été créé, quelles ont été les sources d'inspiration, ce genre de choses, et voilà, pour un jeu indépendant et pas justement un Assassin's Creed ou ce genre de choses, quoi. Souvent, en tout cas, personnellement chez Popcorn, je préfère beaucoup le jeu indépendant. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté artistique. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de plaisir aussi. Souvent dans les gros développeurs, il y a trop de têtes dirigeantes sur un seul projet, fait que des fois ça tire. Il n'y a pas une direction très définie. Ça va prendre du temps, là où justement les petits vont pouvoir, comme ils seront moins, ils vont pouvoir aller plus vite, aller plus droit au but, si on veut, quoi. Exactement. On regarde, mettons, j'ai oublié le nom, Shovel Knight, qui est un jeu indépendant de Yacht Club, qui a vraiment eu, l'année passée,
C'est en 2013 ou 2014? Début 2014, ok, c'est sorti. Qui a dépassé les ventes de beaucoup de gros développeurs. Puis à côté, dans le même temps, il est sorti Murder Soul Suspect, qui est sûrement le pire jeu de ma vie, d'un gros développeur. Puis justement, c'est de voir que à petit budget, avec une équipe réduite, le jeu indépendant est de loin supérieur à une grosse équipe, la plupart du temps. Si on mettrait le même budget dans les jeux indépendants, on aurait des jeux complètement malades mental. Après, je sais pas, parce que peut-être que... Enfin, comme souvent, des fois, dès qu'il y a trop d'argent, après, ça change. Ça peut biaiser un peu les choses. Il y a trop de monde, trop d'équipes, trop de têtes. Parce que c'est ça qui est pas mal aussi avec le jeu indépendant, c'est que comme t'as pas beaucoup d'argent, bah, ça te force à réfléchir un peu, ça te force à contourner un peu les obstacles que finalement auxquels tu réfléchirais pas si justement tu disais bah tiens je vais mettre un billet sur la table et puis ça va me permettre justement d'éviter d'avoir à trop réfléchir. Donc, ouais, mais il y a plusieurs jeux indépendants. Comme Minecraft, c'est un jeu indépendant oui, au départ. Ouais, au départ. C'est un jeu qui est maintenant planétaire. Fait que le jeu indépendant, c'est super important. Puis souvent, je sais pas si je me trompe là-dessus, t'es peut-être plus calé que moi là-dedans. Souvent, le jeu indépendant va te donner la donne sur les nouvelles tendances au jeu des gros développeurs. Bah après, ça dépend parce que là, ce qu'on peut remarquer, donc c'est beaucoup moins vrai maintenant, c'était encore vrai il y a encore 2-3 ans. Le jeu indépendant, il y avait beaucoup de jeux en 2D, enfin la quasi-totalité des jeux étaient en 2D. Là où justement les jeux des gros développeurs étaient tous en 3D, mais maintenant ça s'entrecroise un peu. Puis on a par exemple des jeux comme Child of Light, même si j'aime pas beaucoup le jeu, qui a été fait en 2D chez Ubisoft, par une petite équipe chez Ubisoft. On a d'autres jeux comme Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, donc toujours chez Ubisoft, toujours en 2D, donc en dessin quasiment fait à la main, donc c'est vachement intéressant. Puis après, de l'autre côté, on a des jeux indépendants donc comme Minecraft, tout en 3D, donc beaucoup plus compliqué à faire. Donc c'est ça, maintenant ça se mélange un peu et on retrouve un peu ces deux tendances. Mais Ubisoft, justement, Child of Light, c'est une petite équipe réduite qui travaille là-dessus. La même affaire sur le jeu de guerre, que j'oublie tout le temps le nom, c'est quoi? Soldat Inconnu. Soldat Inconnu, c'est des petites équipes qu'ils ont faites, c'est extrêmement artistique, puis c'est justement basé sur un peu le modèle du jeu indépendant. Oui, voilà, une petite équipe qui travaille là-dessus avec un petit budget, un budget qui est fort intéressant, c'est certain. Puis, t'aimes pas Child of Light? Pas vraiment. Bah, en fait, je trouvais que qui reprenait vraiment énormément d'éléments de jeux de rôle japonais. Et puis, c'était. Donc, je suis un très grand joueur de jeux de rôle japonais, j'adore ça. Et là, je me suis retrouvé comme si c'était une mauvaise copie, en fait, d'un jeu comme Grandia, par exemple, que j'adore vraiment. Et puis là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment la même chose et tout ça. C'est vrai que c'est assez copié de plusieurs jeux. Moi, c'est le style poétique qui m'a vraiment... Mais ça, voilà, c'est ça. Il y a quand même des choses intéressantes. Non, moi, j'ai pas aimé le style poétique. Non, le fait que tout rime, que ce soit des rimes dans les dialogues. Ben, il n'y a pas de dialogue, c'est des textes. Qu'il y ait énormément de textes aussi. Ça, c'est le jeu de rôle japonais, donc c'est pour ça ça m'a pas trop dépaysé, quoi. Mais c'était vraiment tout dans la poésie. Puis c'était extrêmement long, puis des fois, de l'information se perdait à travers de ça. Puis, je veux dire, si t'as pas le goût de lire un poème pendant 15 pages de texte, mais moi je skippais tous les textes. Mais côté graphique, c'était vraiment génial. Oui, ça c'était vraiment bien trouvé de pouvoir faire ça. Et puis après, quelque chose qui était intéressant aussi d'avoir fait ça dans un jeu, c'est d'avoir fait appel à une artiste locale pour faire la musique. Une artiste voilà, très connue en plus. Et donc ça, on pourra dire ce qu'on veut un peu sur Cœur de Pirate, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Mais c'était vachement intéressant de pouvoir... de faire appel à une artiste locale et pas un compositeur hyper reconnu, spécialiste en musique de jeux vidéo. Là, je crois que ça devait être son premier travail sur un jeu vidéo, et puis c'était une super idée, quoi. Ouais, non, mais la trame sonore de Child of Light est super bonne aussi. J'aime pas l'artiste Cœur de Pirate, la personne, je la connais pas, mais j'aime pas ses chansons, mais le travail qu'elle a fait sur Child of Light, c'était super bon. C'est quand même très différent de ce qu'elle fait habituellement, quoi. Ouais, mais c'est une vision extérieure qui va changer un peu la donne. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Fait que le book, on peut retrouver ça sur le site web. Oui, le MOOC, à vrai dire, on peut retrouver ça sur le site web de Book. Disponible en précommande, là pour l'instant, jusqu'à une sortie normalement pour le mois de mai. Là, on est en train de finaliser la mise en page avec mon graphiste, et donc tout le monde travaille très très dur pour le sortir justement dans les meilleurs délais, et puis donc, normalement en mai. La sortie du vidéo, c'est au début du mois de mai, on n'est pas encore sûr exactement quand. Donc allez voir ça, le Book,
BOOQC.com ou c'est? .ca, .com, le .com redirigera vers le CA. J'ai acheté les deux noms de domaine, comme ça j'étais sûr de... Un ou l'autre, tu vas vraiment vous tromper. Puis ça se trouve à peu près dans quelle gamme de prix? Alors le MOOC en version physique est à $15. Pour l'instant, pour la précommande, il est encore à $14. Et la version numérique est à $8. Ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment pas très cher pour justement se tenir au courant des jeux indépendants puis de qu'est-ce qui se fait au Québec. Qui va sortir tous les 3 mois, ouais. Ça vaut vraiment la peine. Donc on va commencer les questions. Mademoiselle Popcorn, première question. Quelle est votre bande dessinée favorite? Votre bande dessinée favorite. Je sais pas si tu lis beaucoup de BD. Moins maintenant, mais j'en ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Et alors, c'est comme de choisir celle. Ouais. Moi récemment, je lis Animal Man. Ben je viens de finir. Ben ça fait un petit bout de temps, là, mais c'est la dernière BD vraiment marquante. Animal Man de Grant Morrison. Okay, non, c'est dans l'univers de DC Comics. Okay. C'est un héros qui a les pouvoirs d'emprunter des pouvoirs aux animaux dans son entourage. Okay. Fait que s'il veut voler, ben il regarde un oiseau puis il prend le pouvoir de voler. S'il veut être super fort comme Superman, il regarde une fourmi puis il prend le pouvoir de la fourmi. Des choses comme ça. C'est franchement assez intéressant, mais la BD se porte pas étant nécessairement sur les pouvoirs, mais c'est plus sur si t'as des pouvoirs, qu'est-ce que tu fais avec? Donc, voilà, responsabilité, ouais, c'est ça, responsabilité qui vient avec. Mais encore plus poussé que Spider-Man with great powers comme great responsibilities. Animal Man, c'est un activiste écologique. Okay. Donc il travaille avec Greenpeace, il travaille avec un paquet de gens. Puis bien sûr pour protéger les animaux, la nature, puis tout ça. Puis il y a vraiment beaucoup de choses qui se mêlent parce qu'on se rend compte que des fois les activistes, c'est des extrémistes. Fait que ça va déjà des fois trop loin avec les groupes avec lesquels ils s'associent. D'autres fois, justement, ils rencontrent des super vilains, si on pourrait dire, qui ont la même vision que lui, qu'il faut protéger la nature, puis ils attaquent justement la société pour les mêmes raisons que lui. Fait que on voit vraiment qu'il y a comme un tiraillement entre les deux. Puis c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une bonne BD. C'est un de mes amis, justement, qui m'a prêté la BD qui est toujours en arrière dans Geek Show, mais je sais pas si on la voit. Sinon, je lis aussi Chou, c'est une autre BD indépendante de Image Comics. Image Comics, c'est pas très indépendant, mais il y a plusieurs petites boîtes là-dedans. C'est un gars qui s'appelle Tony Chou, qui a les pouvoirs, tout ce qu'il mange, il est capable de revivre ce qui est arrivé. Mettons qu'il mange un poulet, mais il va revoir toute la vie du poulet. Ok, d'accord. Fait que ça devient quand même assez intense du fait que... ça doit pas être marrant tous les jours. Non, quand il mange quelque chose, ben il voit tout ce qui s'est passé à l'abattoir, il voit comment le poulet a été coupé, comment que le poulet a été préparé, qui a craché sur le poulet, pis toutes ces choses-là. Fait que ça devient quand même assez intense. Pis c'est drôle de voir parce que dans cet univers-là, tous les pouvoirs sont reliés à la bouffe. Fait que c'est vraiment le fun de voir des pouvoirs un peu spéciaux, différents. Puis entre autres, il y a des pouvoirs... sa copine, elle peut c'est une critique culinaire. Puis quand tu lis ses critiques, son pouvoir, c'est de te faire ressentir c'est quoi le goût. Fait que quand elle fait une bonne critique, tu sens dans ta bouche. Ça plaira à ma blonde. Tu goûtes, ouais. Mais justement, des fois, pour un peu faire chier le monde, elle va faire des mauvaises critiques puis dire que ça goûtait la poubelle, ces affaires-là. Fait que tu goûtes la poubelle en lisant la critique. C'est vraiment assez particulier. Mais c'est vraiment des bonnes histoires. Allez voir ça, allez demander chez Comic Hunter là, pour Animal Man, Pichou, c'est vraiment des bonnes BD là-dessus. Tu lisais quoi? Alors moi quand j'étais jeune, je lisais justement toutes les bandes dessinées franco-belges, donc comme Astérix, Spirou. Des immanquables. Oui voilà c'est ça, toutes ces choses avec lesquelles j'ai pu grandir, mais j'avoue que j'ai quand même un intérêt tout particulier pour Tintin. Mais là ça va être surtout les dessins animés qui passaient quand j'étais petit et c'est pas... Qu'on écoute à Noël à chaque année. Ouais voilà c'est ça, et c'était toujours passionnant justement de voir les aventures qu'il vivait, de voir que tout seul il arrivait à défaire l'organisation du crime américaine et tout ça. Enfin, c'est quand même des histoires de fou un peu, mais c'était il voyageait partout dans le monde et tout donc, sur la lune. En plus sur la lune, et ce qui est en plus ma BD préférée là. On a marché sur la lune. Moi je rêverais de pouvoir aller sur la lune un jour, donc peut-être qu'on pourra le faire au bout d'un moment, mais
Ce qui est prévu depuis très longtemps, mais ça va pas. Ouais, depuis 1969. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Donc les BD franco-belges, surtout, j'ai jamais trop lu de BD nord-américaines. Pas quand j'étais C'est un style petit. très différent. Quelques mangas après, mais c'était surtout les bandes dessinées qu'on avait chez nous en France. Quoi. Puis tu parles que t'aimes beaucoup Tintin. Est-ce que t'as aimé le film qui est sorti il y a 2-3 ans? Je me refuse à le regarder. Justement, Ah ouais? parce que justement, pour moi, Tintin, c'est la bande dessinée, les dessins animés, mais là, le film, comme ça, en images de synthèse et tout, c'est trop pour moi. C'est vrai que ça part du style de Tintin. Puis ça mélange trop d'histoires, en fait. Bon, ça prend le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, le crabe aux pinces d'or, où justement il fait la connaissance du capitaine Haddock et tout ça. Enfin, pardon, des considérations techniques, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu on peut appeler ça un mosh pit de Tintin. Là. Ils mettent un paquet d'informations. Mais il y a un deuxième qui va sortir aussi bientôt. Je me rappelle pas du titre. Là. Mais ça a été assez populaire. Quand c'est fait par Steven Spielberg, ça marche quand même bien d'habitude. Mais sinon, Astérix Obélix aussi, le dernier qui est sur le Royaume des Dieux. Ouais. Il y a celui-là qui est très bien. Je suis allé le voir justement au cinéma quand il est sorti ici. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Puis après, là, c'est aussi surtout les auteurs qui étaient derrière qui m'ont intéressé. Notamment Alexandre Astier qui a co-réalisé le film voilà, c'est ça, pareil, c'est un gars vraiment que j'adore, quoi, avec Kaamelott, entre autres, quoi, son spectacle Que ma joie demeure, je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu. Il est vraiment fantastique. Je voulais le trouver en DVD, mais j'ai jamais... je crois pas qu'il est sorti ici, je pense qu'il faudra le commander en version française, donc en plus c'est une zone différente et tout, mais... C'est un humour très particulier. C'est vraiment un gars formidable de voir justement tout ce qu'il a fait sur Kaamelott, et là de voir justement ce qu'il a fait dans Astérix... C'est vraiment très réussi. Je sais pas si toi tu l'as vu. Oui, je l'ai vu personnellement. Je trouve que c'est le meilleur film d'Astérix Obélix depuis les animations de comme 1990. C'est vraiment du Astérix Obélix. Tous les films avec Gérard Depardieu, là, même si vous vous dites j'ai adoré Opération Cléopâtre, Mission Cléopâtre. Non, c'était pas du Astérix Obélix, c'était un autre truc, là, c'est pas pareil. Film, en fait, c'est ça, avec un peu un décor d'Astérix Obélix. Alors que là, vraiment, c'est vraiment... Le Royaume des Dieux, c'est vraiment, je trouve, le meilleur film d'Astérix Obélix qui est sorti depuis très longtemps, qui est sur la coche, qui est à niveau, là, vraiment, avec les animations qu'on avait dans les années 90. Même celle qui est sortie en 2006, qui était Astérix et les Vikings. Qui était je l'ai pas vu celui-là. Un petit peu trop américaine, je trouve. Ouais, m'a moins intéressé. C'est une nouvelle histoire d'Astérix. Mais c'est un film d'animation. Quand même bon, mais ça mélangeait. C'était plus vraiment Astérix Obélix. C'était vraiment d'autres choses. Fait que pour la BD, on s'en tient pas mal à ça. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Nous sommes dans l'ère des remakes, reboots. Quelle franchise voudriez-vous revoir à l'écran? Ça, c'est une très bonne question. On est en train de tout refaire les films. On est en train de tout refaire les séries télé. Oui, c'est vrai, les séries télé aussi. Ouais. Ils sont en train de refaire Odd Couples. C'est une série américaine qui est sortie il y a très longtemps. C'est deux vieux garçons, un très propre, puis un peu grognon qui se laisse traîner. C'est une vieille série américaine qui est sortie dans les années 70-80. Puis ils viennent de la refaire récemment. Puis, je veux dire, ils ont fait Robocop, ils ont refait... qu'est-ce qu'ils ont refait d'autre récemment? Judge Dredd, enfin ça c'était déjà un peu plus longtemps. Avec Stallone. Mais j'ai préféré la nouvelle version de Dredd. Total Recall. Total Recall, qui était un échec total. Ils refont énormément de films. Puis, justement... Des fois, c'est pas les meilleurs films qu'ils refont. Comme Robocop, il n'y avait pas vraiment raison de le refaire. Oui, ça aurait été bien, mais... Ils sont partis très loin de ce que Robocop est, ce qui est normalement un film de crime où tout le monde se fait tirer dessus. Puis là, on était un peu dans le gros émotionnel. Robocop avait beaucoup trop d'émotions, c'était n'importe quoi. Fait que, personnellement, je sais pas exactement comment je voudrais le voir, mais j'aimerais qu'on refasse ou qu'on continue L'Arme Fatale. Avec Mel Gibson. J'ai vu le premier il y a pas longtemps. C'est vrai qu'il a, grâce à Netflix justement, parce que Netflix, j'ai découvert ça en arrivant au Canada et c'est vraiment un service formidable. C'est pour $8, t'as un catalogue énorme des années 50 à aujourd'hui. Et moi, ça me permet justement de regarder des films que j'avais pas vus, comme Robocop aussi, que j'ai vu il y a pas longtemps, et puis L'Arme Fatale, là,
qui a juste un petit peu vieilli, donc ouais, ça serait peut-être pas mal de le revoir, de le moderniser un peu. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi, très longtemps, à part peut-être 21 Jump Street, que je déteste, des films policiers, humoristiques. Mais 21 Jump Street, ça va vraiment trop dans le ridicule. Voilà, c'est ça. Mais le gag, qui est encore gag, un reboot en passant 21 Jump Street d'une série télé. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu justement un espèce de drame policier avec de l'humour assez léger, mais quelque chose qui se tient quand même, où les personnages sont... Intrigue, ouais, puis les personnages sont vraiment attachants. L'Arme fatale, ils en ont fait 4 avec Mel Gibson. C'est sûr que là, Mel Gibson, c'est encore un super bon acteur, mais commence un petit peu à vieillir. La même chose avec Donald Glover. Glover, oui. Son fils pourrait peut-être prendre sa place, qui est un super bon acteur aussi. Puis peut-être ramener ça justement un petit peu plus actuel, parce que ça a peut-être un petit peu mal vieilli. J'aimerais vraiment savoir ça. C'est ça, le premier en tout cas un petit peu mal vieilli, mais enfin ça se laisse encore très bien regarder, quoi. Mais ouais, ce serait une bonne idée de moderniser ça un peu. Sinon, ils sont encore dans les reboots. Je veux dire, ils vont refaire Power Rangers. Ah bon? Oui. Non. Oui. Oh, ils vont refaire Power Rangers. Les séries télé sont encore là. Les séries puis les films. Mais ils vont faire un film de Power Rangers. Ils ont fait Transformers. S'il vous plaît, arrêtez. Continuez. C'est vrai que le dernier est vraiment pas top. Ouais. Non, ben depuis le premier... je les ai tous regardés aussi il y a pas longtemps. Parce que en regardant le dernier, j'ai commencé par le dernier, puis après j'ai fait les 3 autres. Et c'est vrai que le dernier, c'est le pire, quoi. Il est vraiment, vraiment pas terrible. Il est vraiment... Mais depuis le premier, je veux dire, ils refont la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est un peu fatigant. Aller ailleurs ou arrêter de les faire. Je sais que ça fait beaucoup d'argent. Ils ont refait G.I. Joe aussi, dans la même formule. Ouais, ça, c'était quand même bien. C'était du G.I. Joe. Oui, voilà, c'est ça. L'américaine. Ça permet de faire vivre les personnages un peu. Ouais. C'est vrai que, Mais sinon, y a-tu un vieux IP, une propriété intellectuelle que t'aimerais revoir ou actualiser? Actualiser, peut-être. Donc tu parlais de l'arme fatale, et moi quand j'avais vu le film, ça m'a beaucoup fait penser au flic de Beverly Hills. Oui. Qui est vraiment excellent, et peut-être pourquoi pas en refaire un, donc peut-être pas forcément le moderniser, mais peut-être faire une suite, quoi. Avec Eddie Murphy, que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à l'écran. Mais c'est vraiment un super acteur. Il y a, je pense, 2 ans, il parlait de justement faire une continuité. Oh, ce serait génial. Mais qui serait tournée à Détroit, fait que ce serait le flic de Beverly Hills. Je pense qu'il y en a eu 3, ce serait le 4e. Ouais. Avec Eddie Murphy, justement un petit peu plus vieux, qui est devenu une espèce de capitaine de la police. Ce serait bien, justement, de voir un peu l'évolution des personnages. Encore une fois, un film policier qui est humoristique, puis où il y a quand même une bonne intrigue, quoique c'est pas l'intrigue qui nous attire vers ce film-là. Là. Mais effectivement, ce serait un très bon film à voir. Mais sinon, une vieille IP que j'aimerais voir remaker. Je sais pas. Moi, il y a des IP que j'aimerais voir qui sont en branle, justement, comme Mad Max qui va sortir. Après ça, il est déjà sorti au moment de la sortie de la vidéo, sûrement. Il sort le 6 mai. Star Wars. La continuité, ouais, ils font la continuité. Puis ils vont faire plusieurs reboots. Reboot pas des reboots, des spin-offs. De Star Wars. Star Trek, j'aurais aimé ça voir. Star Trek, The Original Series, ça c'est ce qui est les films maintenant. Que j'aimerais voir The Next Generation refait. Avec revoir Picard. Un autre acteur qui serait Picard. Voir quelqu'un d'autre, quoique pas personne qui peut être aussi bon que Patrick Stewart pour faire Picard. Mais sinon, je sais pas qu'est-ce que je verrais à part l'Arme fatale, Flic de Beverly Hills, ce serait vraiment, vraiment le fun. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à laisser les choses comme elles sont, donc les films sont comme ils sont, parce que comme ça permet d'éviter de faire d'avoir des désastres comme Total Recall. Je me suis infligé le remake là, et c'était horrible. C'était vraiment pas bon. Là où le premier était vraiment fantastique, quoi, complètement avant-gardiste en plus sur beaucoup de points. Mais le deuxième sont allés complètement ailleurs. C'était dans une mauvaise direction. Ils sont même pas allés sur Mars. En plus, voilà, c'est ça. C'était vraiment tout le sujet du film original, et puis là, on n'entend même pas parler. Mais moi, je prends toujours l'originalité. Fait qu'il n'y a pas tant de remake ou de reboot que j'aimerais voir. Surtout pas dans la science-fiction. Parce que je trouve qu'on peut toujours continuer ces histoires-là, comme Alien qui va continuer maintenant. Ils ont fait des spin-offs avec Prometheus, qui va faire maintenant le 2e, qui est Prometheus 2. Fait que tout ce qui est dans la science-fiction, moi j'ose pas vraiment y toucher parce que c'est vraiment iconique pour moi, puis j'ai grandi là-dedans.
Je veux pas qu'on touche à ça. Laissez-les tranquilles. C'est plus des films policiers qui me manquent. Parce que je pense qu'il y en a pas beaucoup en ce moment au cinéma ou à l'écran ou en travail. Il y en a pas énormément des films policiers. Il me semble pas en avoir vu tant que ça. C'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est plus, c'est ça, les films fantastiques, les films à gros budget, donc comme des epics qu'on appelle. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que les films policiers en général. Il y en a pas des tonnes. Je pense que c'est ça. Il y a des lacunes à Hollywood en ce moment qui on fait beaucoup de films de super-héros. Ça, c'est la grosse popularité. C'est la grosse mode. On fait beaucoup de films de science-fiction. On fait beaucoup de films à la Hunger Games, Divergent. Twilight, il y a eu une grosse popularité là-dessus. Des films inspirés de livres en plus. Il y en a énormément. Mais justement, il n'y a pas de film original. Je pense qu'on a eu John Wick récemment qui était, personnellement, je trouvais super bon. Tu veux voir un film, tu veux voir Keanu Reeves tuer des gens. Ok, puis ça faisait longtemps. Avoir du fun pendant 2 heures, c'est vraiment un bon film. Ok, et la prémisse est écœurante, est simple, puis le restant du film, c'est juste comme, ok. Tout est correct. John Wick, très bon film. Mais non, il n'y a pas d'autres reboots à part justement des films policiers que j'aimerais avoir à l'écran. Arrêtez-moi ça de refaire tout au complet. G.I. Joe, c'était correct, là, mais on est rendu au quoi? 3e, 4e. Là. Puis ça commence à s'étirer. C'est vraiment devenu ridicule dans le 2e, justement. Transformers, arrêtez d'en faire. Power Rangers, j'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que en plus le niveau des effets spéciaux comme ils étaient avant, s'ils le font vraiment bien, ça pourrait être mais est-ce que tu as vu le court-métrage qui est sorti de Power Rangers non, je l'ai raté, je l'ai manqué celui-là. Donc il faut que, c'est vraiment plus violent, vraiment plus gritty et sombre. C'est vraiment actualisé dans... ça va chercher l'auditeur qui a écouté ça quand il était jeune, puis qui est maintenant justement fin vingtaine, 30 ans. Ça va vraiment chercher cet auditeur-là, puis c'est vraiment sombre avec Katie Sackhoff de Battlestar Galactica qui joue la Pink Ranger. C'est vraiment d'autres choses. J'espère qu'ils vont faire un film comme ça, parce que moi j'aimerais vraiment ça. Mais ils parlaient de garder ça pour les enfants, puis je pense que là ça peut se perdre. Ouais. Parce que Power Rangers... Plus, ils ont pas grandi avec ça. Ben, Power Rangers c'est encore à la télé. C'est encore là? D'accord. Il y a eu 18... même plus que ça, 18 spin-offs de Power Rangers. Il y a eu Ninja Force, il y a eu Swap Team, c'est Skylander. En tout cas, il y en a eu plein de Dino Hunters, il y en a eu des tonnes de Power Rangers différents. C'est encore à la télé, mais il n'y a plus personne qui écoute ça. Fait que, tant qu'à recommencer un peu la série, faites de quoi pour les adultes qui vont vraiment triper là-dessus. Ouais, ceux qui ont grandi vraiment en regardant ça à la télé. Amzel Puffcall. Que pensez-vous des bandes annonces de jeux vidéo? Ça, c'est directement en lien, c'est moi qui ai mis la question dedans, parce que j'en de ça avec Dan Vulk, un de nos chroniqueurs. La bande annonce récemment du jeu Deus Ex 2 est sortie. Puis, on avait une grande discussion sur... C'est pas une bande annonce de jeu vidéo. Parce que zéro gameplay. Exactement. C'est une cinématique que vous nous montrez. Puis c'est encore une fois, mettons, à la Dead Island, qui a, pour moi, changé la donne puis mis quelque chose en évidence. Une bande-annonce, c'est facile de faire quelque chose de beau puis d'attrayant. Le jeu, par contre, Dead Island, si tu regardes les bandes-annonces puis tu vas acheter le jeu, t'as deux choses complètement séparées. Ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Les bandes annonces, les cinématiques dans le jeu sont même pas aussi bons pour les 3-4 qu'il y a, sont même pas à niveau de la bande annonce. Donc c'est complètement deux styles différents, puis je déteste l'approche des développeurs de jeux vidéo de faire ce genre de bande annonce là. Parce que moi, si je regarde la bande annonce de Deus Ex, puis j'ai joué au premier, ça n'a rien à voir. C'est pas, on n'est pas dans l'esprit de camouflage, de un peu stealth, qu'on va essayer de tuer des gens. Il est hyper violent. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. La bande-annonce de Batman, justement, le nouveau qui est sorti, Arkham Knight, ça n'a rien à voir avec le jeu. c'est complètement ridicule. Puis je déteste ce concept-là. Puis ça m'énerve grandement, parce que si vous voulez vendre le jeu, vendez-nous le gameplay, au lieu de pas vous forcer sur le gameplay, mais vous forcer sur la bande-annonce. Je trouve que ça va à contresens. Je sais pas ton opinion là-dessus. Moi, pareil, c'est quelque chose que je vois moi tous les années, tous les ans, en regardant, en suivant les conférences de l'E3.
où pareil, toutes les bandes annonces qu'il y a, c'est extrêmement rare qu'il y ait du gameplay dedans. Ils vont te présenter des jeux comme ils nous avaient présenté Watch Dogs en 2012, c'était une bande annonce. Enfin, il n'y avait pas de gameplay dedans. Ou même justement utiliser le moteur du jeu, parce que là on l'a vu récemment avec le trailer de Star Wars Battlefront, où là c'était le moteur du jeu. Donc après c'était tourné pour faire une cinématique, donc du coup c'était des angles de caméra très cinématographiques, on avait l'impression d'être dans le film et tout ça, donc on sait que le jeu ce sera forcément pas ça. Pour vous expliquer un peu c'est quoi quand on utilise le moteur du jeu, c'est dans le jeu ça va avoir l'air de ça. Voilà, c'est ça. C'est utiliser vraiment le rendu qui va apparaître dans le jeu. Fait que c'est tourné, c'est comme quand tu vas jouer, c'est comme si soudainement tout s'arrêtait, puis tu pouvais jouer avec la caméra, mais tu peux faire ce genre de rendu-là, ce look-là. Fait qu'au moins, au minimum, tu sais, il avait utilisé ça. Ça, ce serait intéressant justement de voir des bandes annonces, mais au moins avec le moteur du jeu. Mais on est toujours quand même dans une course à la technologie, donc des graphismes hyper réalistes et tout ça, pour en mettre plein la vue au grand public, puisqu'en fait c'est surtout ça que les gros éditeurs, c'est ce public-là que les gros éditeurs veulent toucher. Donc pour ça, nous, on est un peu en décalage, si tu veux, par rapport à ça, quoi, parce que nous, on sait qu'on va pas jouer à ça, mais le grand public sans doute peut-être pas forcément. Donc eux, ils vont voir le trailer et puis ils vont acheter le jeu. Donc c'est ça en fait, c'est les bandes annonces maintenant, ça sert à motiver l'acte d'achat du consommateur en fait, quoi. Donc, je pense aux bandes annonces de Call of Duty qui étaient carrément filmés avec des grands acteurs, Taylor Kirch, celui qui fait Captain America, que j'oublie son nom. Chris Evans, pour vendre le jeu Call of Duty, mais qui avait complètement rien à voir avec le jeu, c'était rien du tout, là. Il y avait même, non, c'était ridicule. Puis justement, c'est un jeu qui a été super gros vendu quand même, à cause que la bande-annonce était quand même très bonne. J'ai le goût de jouer à ça, mais t'as rien du jeu. Je trouve ça vraiment ridicule. Puis t'as raison de dire dommage, que surtout, quoi. C'est les gens qui sont qui ont le nez dans le milieu, qui s'en rendent compte. Mais je trouve ça vraiment dommage, justement, d'utiliser cet aspect de marketing-là pour essayer d'aller vendre, au lieu d'essayer de nous vendre, mettons, un démo du gameplay. Je pense à Final Fantasy VII. Je sais pas quand t'étais petit, si tu te rappelles des bandes annonces de Final Fantasy VII. C'était je m'en rappelle pas spécialement, mais pour en avoir regardé récemment, parce que après Final Fantasy, c'est ma licence préférée à vie, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui m'intéresse particulièrement. Il me semble que c'était les cinématiques qu'il y a dans le jeu. C'était des cinématiques mixées avec pas des cinématiques de jeu, mais des phases de gameplay, non? Ouais, c'est ça, un petit peu des moments de gameplay dans les batailles contre les gros boss, ces affaires-là. Puis ça, c'était un bon mélange de cinématiques puis de gameplay pour nous donner vraiment ce que le jeu allait donner. Puis quand on a joué à Final Fantasy VII, qui est merveilleux, c'est exactement ce qu'on a eu. Ouais, c'est ça, on n'était pas surpris et encore moins déçus, quand même. Exactement. Puis souvent, moi, ce que je fais quand je vois une bonne bande-annonce, je vais voir le gameplay du jeu ou je vais voir les espèces de tests démos qui se font, parce que c'est toujours en sortie sur Internet. Puis si vous fouillez un peu sur YouTube, vous allez trouver facilement. Puis vous allez voir directement que des fois, c'est à 1000 lieues de ce que c'est supposé d'être. Dead Island, qui est sûrement justement le plus évident de toute la gang, aller voir les bandes-annonces contre le jeu. La même chose pour Bloodborne, qui est sorti récemment. Il y a eu quelques bandes-annonces qui étaient complètement différentes du jeu, qui est dans le même lignée que Dark Souls. Fait que moi, ça m'agace grandement, puis j'aimerais ça qu'on arrête de faire ça. Parce que je le demande. Parce que c'est ça, c'est vraiment pas ce à quoi on va jouer à la fin, donc c'est dommage, quoi. Pourquoi nous montrer ça alors qu'au final ça va pas du tout ressembler à ça, quoi. Non, puis ça serait mieux aussi de bâtir sur le gameplay, justement. Si t'as pas confiance à ton gameplay au point tel de pas le mettre dans la bande-annonce, ben t'as un problème de conception à la base, là. Faut que tu vraiment faire un travail là-dessus. Côté bande-annonce, sinon je verrais pas vraiment d'autres solutions que de mettre des gameplays là-dedans. Il y a le E3 qui s'en sert beaucoup pour justement faire des démos, des choses comme ça. Mais des démos, on dirait qu'il y en a beaucoup, il y en a trop. Les gens ont... Tu sais, pour jouer à un démo, faut que tu ailles sur ton PlayStation Network, faut que tu ailles en ligne, si t'es sur PC, Xbox, faut que tu ailles sur Xbox Live pour télécharger les démos. Mais il y en a trop. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. On n'est pas capable d'aller
d'aller fouiller dans les démos. Je veux dire, il y en a 50 000, ça, puis ouais, vous les faut enlevez vraiment pas. faire Là. son choix avant, Ouais. parce que sinon on se retrouve submergé de... Je me rappelle, dans le temps, quand on achetait un jeu, il y avait toujours un démo sur le jeu pour un autre jeu. Souvent c'était le cas, ouais. Ouais. Puis Souvent, ça, je pense que ça c'était le devrait cas. peut-être revenir, mais ça, c'est un aspect, d'un, tu t'en vas exactement dans ton marché de gens qui utilisent tes produits, qui achètent tes produits, mets un démo dans le jeu, même si ça prend pas beaucoup d'espace. Mais c'est peut-être une question d'espace, justement. Ou même tu le mets à disposition en téléchargement. Là, on l'a vu récemment avec la sortie de Final Fantasy Type 0, Oui. où on avait la démo de Final Fantasy XV. Ouais, voilà, le 15e épisode. Quand on achetait le jeu, on avait la démo avec. Donc c'est ça, ça permettait de découvrir un autre jeu quand on achète un. Donc c'est vrai que c'est plus Ça devrait, sympa, quoi, hein. ouais, ça devrait être quelque chose qui devrait revenir grandement, au lieu des bandes annonces. Mais E3 fait quand même un gros travail en nous montrant, vu que c'est rendu tellement gros, en nous montrant justement les différents gameplays qui vont sortir. Mais souvent, justement, c'est pas... Enfin, il y a un grand débat dans le milieu, justement, à cause de ça, mais souvent, c'est pas... Les démos n'en sont pas, en fait. Hein. C'est souvent des vidéos, et puis il y a un gars avec une manette, et c'est juste une vidéo qui C'est tourne. souvent aussi... chose qui m'avait vraiment intrigué de savoir, c'est que le démo de Hyrule Warriors, qui est un des jeux de Nintendo, le démo était pas sur le même engin que le jeu. Ah, ça va être souvent le cas aussi. Hein. Fait que déjà là, ça nous donnait pas la donne. Quand t'as quelqu'un qui fait une démo d'un jeu, à l'E3, typiquement, c'est jamais des produits finaux, quoi. Donc du coup, ils sont toujours en train de travailler dessus, puis au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que peut-être ils n'ont pas assez de place sur le disque, ou ils ont pas assez de... ou l'engin qu'ils voulaient utiliser est trop gros ou trop gourmand, et puis donc du coup, ils font hop, on va rétrécir un peu pour Voilà, ailleurs. faire ça, quoi. Mademoiselle Popcorn, prochain sujet. Quel est votre personnage favori de Game of Thrones, mort ou vivant? Ouais, j'ai annoté mort ou vivant, parce que c'était quand même assez important. Ça arrive Parce trop souvent. on considère juste les vivants, il en reste Voilà, il en reste pas assez. Mais là, on va parler des 3 premières saisons. Ça, la 4e est en cours. C'est la 4e Non, ou c'est la 5e. C'est la 5e qui est en cours. Fait qu'on va parler juste des 4 dernières saisons pour pas spoiler les gens, c'est pour dire. Fait que personnage préféré de Game of Thrones dans les 4 premières saisons. Il y en a eu plusieurs. Ouais, ils sont bien travaillés la plupart, donc c'est pour ça que c'est difficile de choisir. Ouais, ben il y a toujours eu un roulement. Comme dans la première saison, moi c'était Ned Stark. J'adorais ce personnage-là parce qu'il était très vaillant, très pour faire la bonne chose, qui était sûrement la justice, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'était sûrement le seul personnage dans la En série plus, à ce point-là qui était comme ça. Fait qu'il était très attrayant avec Robert Baratheon, qui est le roi. C'était vraiment mes 2 personnages préférés, puis j'adorais la dynamique qu'il y avait entre les deux. Bon, les 2 sont morts dans la première saison. Fait qu'on... En plus, Sean Bean qui joue Ned Stark a justement tendance à mourir dans tous les films dans lesquels il joue. Tout ce qu'il fait, et ouais. souvent assez rapidement, quoi. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est rendu... c'était une blague sur Internet, justement, qu'il meurt toujours dans tout ce qu'il fait. Mais c'est rendu... J'écoutais une entrevue récemment, justement, avec la nouvelle saison de Game of Thrones, qui donnait ses impressions sur le show, qui est vraiment changé maintenant. Puis il disait que c'est rendu quelque chose de contractuel, qui met... Souvent, ils vont l'approcher pour faire un rôle parce que le personnage doit mourir. Ok, d'accord. Que c'est vraiment rendu bon, mais ton personnage va devoir mourir, puis ils vont l'approcher lui pour ça, parce qu'il est devenu populaire pour ça. C'est quelque chose de Il meurt comique. bien, voilà, c'est ça. Sean Bean meurt bien. Tu te fais un très bon cadavre. À saison 1, t'avais-tu un personnage préféré? J'ai toujours bien aimé Tyrion Lannister, puisque donc c'est le personnage qui est déjà différent des autres physiquement, et puis qui donc doit se battre encore plus que les autres pour s'affirmer, tout ça, qui vient en plus de la famille la plus puissante et tout, donc moi ça m'a toujours fait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup intéressé de le voir. Très bon acteur en plus. De voir, ouais, c'était une super bonne idée d'inclure un personnage comme ça, quoi. Puis ouais, après justement l'acteur. Il y a une dynamique différente, surtout je sais plus que. son nom, d'ailleurs. Tyrion Lannister? Ouais, son nom d'acteur. C'est... Dylan... Ouais, non, je sais plus. Je me rappelle plus mon nom. Ouais, bon, bref, c'est... ouais. Voilà, c'était un très bon personnage, mais après, comme toi aussi, Ned Stark, qui était justement dans la première saison, le chef de la famille Stark, qui jouait justement très très bien son rôle, quoi. Dans la deuxième saison, je me rappelle même pas d'avoir un personnage préféré. À part même Tyrion, qui est... Dans la deuxième saison. Dans la deuxième saison, ça, c'est assez tiraillé. C'est le fils, justement, de Ned Stark,
Sam, non. Ah, Jon Snow? Non, pas Jon Snow, l'autre. Je me rappelle pas de son nom. Qui décide de prendre les armes puis d'aller attaquer les Lannister, tout ça. Dans cette saison-là, je me rappelle pas, justement, à part Tyrion, de vraiment avoir aimé un des personnages. C'est aussi la saison où, de l'autre côté de l'océan, Daenerys, Mother of Dragons, commence à justement prendre le pouvoir. C'est pas passé grand-chose dans la saison 1, je pourrais dire. Ça m'a pas trop marqué. Non, la saison 2 était moins marquante. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnages que j'aimais bien, dont le frère du roi, le plus jeune, là, qui est mort au début de la saison. Ça, c'était ridicule. Le frère du roi. Ce qui était le premier qu'elle a épousé. C'était le plus jeune, celui qui avait une couronne, pas le vieux. Oula. Tu sais, parce que là, t'as Stannis, qui est le plus âgé des deux frères. T'avais le plus jeune, qui est décédé. Je me rappelle pas c'est quoi son nom. Non, j'ai oublié, tu vois. C'était mon personnage, je l'adorais à l'écran, puis il a duré 3 épisodes avant de mourir. Fait qu'on on peut passer à autre chose. Mais sinon, il n'y avait pas exactement de personnage préféré dans cette saison-là. C'était peut-être Brom, l'espèce de l'espèce de mercenaire que Tyrion engage. Ah oui. Lui c'est vrai que lui il est marrant. Puis justement, il fait une bonne dynamique entre justement son employeur qui est tout petit et puis lui qui est très grand, puis qui pourtant doit lui obéir. Puis, effectivement, avec Tyrion, ce qui est le fun, c'est que c'est carrément dans un univers où il y a énormément de préjugés. Faut qu'ils se battent contre ça. Puis c'est drôle justement de voir la dynamique avec Brom qui a énormément de préjugés, mais pas pour Tyrion en tant que tel, vu que c'est son employeur. C'est très différent. Saison 3. Saison 3 est ce qui est le Red Wedding. Ouais, voilà, c'est ça. C'est justement ça qui m'a surtout marqué, quoi. Qui est surtout hyper surprenant quand. Donc j'ai pas lu les livres. Moi non plus, quand tu t'en entends pas trop non plus. Hein. Tu te dis, peut-être quelqu'un qui va mourir. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Puis tu dis, tout le monde meurt. Il y a plus personne. Mais non, j'ai pas encore une fois Brom, Tyrion, c'est pas mal mes personnages préférés dans cette saison-là. Il y avait pas Arya était là, Sansa était là, il y avait The Hound, The Mountain, tout ça, mais c'est pas peut-être Jaqen H'ghar, The Faceless Man. Je sais pas si c'est dans la 3e ou la 4e saison. C'est dans la 3e, je pense. The Faceless Man. Celui que Arya, ce qui est la petite. D'accord, celui qui est brûlé justement sur le côté, non? Non, ça c'est The Hound. Non, ça c'est The Hound. Okay. Ouais. Faceless Man, c'est celui que quand Arya s'en va dans un petit camp de concentration, si on pourrait dire, elle prend un gars pour elle l'engage ou elle se lie d'amitié avec, qui est un tueur qui peut changer de visage. Ah ok, non, j'ai pas fait attention à ça. Oula. Très important. Je regarderai, je pense. Parce que ça va être important bientôt. Un petit moment. Puis dans la dernière saison, ce qui est la 4e saison, il y a tellement de personnes. Moi, j'adore Stannis maintenant. Stannis, puis The Onion Knight, qui est comme le conseiller de Stannis. Je pense que c'est mes deux personnages préférés. C'est ça, ils montent tranquillement en puissance et puis ils gagnent en importance aussi. Puis c'est ça en fait, c'est qu'il y a une multitude de personnages dans Game of Thrones. Il y en a un petit peu trop même. Bah c'est ça. Ouais. Mais justement, on s'intéresse après plus à certains que d'autres. Mais c'est pour ça, Stannis, c'est vrai que. Mais là, t'as pas écouté la prochaine saison? Pas encore. La 5e. Je sais qu'il y a 4 épisodes qui sont sortis. Bientôt, on va rattraper, puis là, il y aura pas 4 épisodes qui ont leaké en ligne, tu peux les télécharger. Ah, d'accord. Ben non, t'as pas le droit. Oui, voilà. On va pas dire où. Non. Puis, bientôt, on va arriver au 5e épisode qui est vraiment pas sorti, qu'on connaît pas. Puis, il y a beaucoup de choses qui se brassent dans cette saison-là. Tu les as pas écoutées, mais tu vas les écouter éventuellement. Est-ce que t'attends... Oui, je vais... T'attends la fin pour toutes les écouter d'un coup? Non, en fait, c'est que justement, j'avais tendance à les télécharger parce que c'est quelque chose qui est pas disponible sur Netflix. Et puis là, j'avais un PC que j'ai plus maintenant parce qu'il a décidé de mourir subitement. Et donc, du coup, j'ai plus de machine pour pouvoir télécharger les épisodes. Donc, je vais attendre un peu et puis comme ça me permettra de tous les voir. Toutes les rattraper en même temps. Ouais. Mais il se passe des belles choses Ok. Ben, j'ai écouté 2 épisodes. Là. Je les ai pas tous écoutés, justement, ceux qui sont téléchargeables. Parce que je veux pas... Je les écoute une fois par semaine. Là. C'est Game of Thrones une fois par semaine. À tous les dimanches, j'écoute ça, mais... Je m'en mords les lèvres, justement. Ok. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Quel est l'objet geek intense que vous avez?
L'objet le plus geek là, que t'as. Ça, je veux dire, quand tu rencontres une fille, tu en parles pas parce que t'as peur qu'elle te prenne vraiment pour un gros geek. Là. Eh ben, moi je suis un grand collectionneur de jeux vidéo, tu vois, donc ça c'est aussi, tu vois, c'est typiquement quelque chose dont je parle pas au premier rendez-vous en tout cas, quoi. Parce que, enfin non, mais c'est vraiment intense parce que là je suis rendu à... Enfin j'ai dû en vendre certaines des consoles, mais j'étais rendu à plus de 90 consoles, tu vois. Wow! Avec 750 jeux. Ok, effectivement, c'est pas quelque chose à mentionner. Voilà, c'est ça, donc c'est pas quelque chose dont je parle, maintenant elle le sait, elle est habituée et tout ça, quoi. Mais oui, voilà. Donc moi, je pense que ça va être ça. Enfin, ça va être donc plus une collection d'objets qu'un seul objet. Collection totale. Ouais. Et toi, de ton côté, alors, qu'est-ce que ça va être? Moi, j'ai vraiment un paquet de trucs, mais je te dirais que l'objet le plus geek que j'ai, c'est un vrai... Ben, un vrai sable laser. Mais c'est un sable laser que j'ai acheté. Ouais, une vraie réplique, excusez. J'ai pas acheté c'est quelque chose que j'ai acheté sur le net il y a maintenant 2 ans. J'avais une mauvaise journée, puis au travail, puis j'avais une centaine de dollars de trop, fait que je me suis dit, je vais aller m'acheter un sable laser. Puis le pire, c'est que ça a vraiment fait comme mon mois, j'étais super content après. Mais c'est vraiment un sable laser qui s'allume, c'est avec un tuyau en PVC qui est semi-transparent, qui fait vraiment le bel effet. Puis je veux acheter bientôt l'espèce d'extension qui se visse après. Ok. Il y a un petit niveau dans l'extension, fait qu'à chaque fois que tu le bouges, ça fait le son. Ça fait le bruit du sabre. Mais pour le moment, j'ai seulement justement le côté lumineux, parce que l'extension pour le son coûte une cinquantaine de dollars, fait que j'ai pas encore été jusque-là. Mais j'ai énormément de BD, malheureusement énormément de figurines. Je suis depuis toujours quelqu'un qui aime collectionner les petits trucs, puis il y a toujours un paquet de babioles qui traînent chez eux. Est-ce que t'as des amiibo? Non, j'ai beaucoup... Je suis pas un fan de Smash, de Smash Bros. Fait que j'y touche pas aux amiibo. J'ai voulu en acheter sans avoir le jeu parce que j'ai trouvé super cool. Mais Disney Infinity, j'ai presque toutes les figurines. Ok, d'accord. Skylanders, je pense qu'on a une quarantaine à peu près de personnages. Vraiment tout ce qui est collectionneur, une fois que j'embarque, j'ai de la misère à m'arrêter un peu. Côté BD, c'est la même affaire, j'ai beaucoup de bandes dessinées. Quoique ça s'est calmé dans les dernières années, mais là si ça revient, on commence à acheter des bandes dessinées. Sinon, je te dirais la chose qui fait sûrement le plus peur quand j'en parle, c'est les Lego. Ça, malheureusement, j'ai énormément de plaisir à faire des Lego, encore une fois à mon âge de 30 ans. Mais ça reste passionnant, moi je te comprends tout à fait. Ouais. Mais c'est extrêmement le fun, puis j'ai justement le X-Wing en Lego, j'ai le Y-Wing, tout pas mal des affaires de Star Wars, je pourrais dire. Là. J'ai Jabba's Barge, j'en ai un paquet. Puis je suis vraiment... je m'amuse, je peux prendre jusqu'à 3 jours pour les monter, puis c'est pas nécessairement parce que je suis pas capable de suivre les instructions, puis que je suis niaiseux. Quoique des fois ça vient en compte, mais c'est plus parce que j'ai énormément de plaisir à les faire, fait que je les laisse à un stade sur la table, puis j'y reviens le lendemain, puis je capote à faire ça. Mais oui, ça prend quand même pas mal de mon temps, l'aspect collectionneur de la geekerie. Malheureusement, c'est beaucoup de gens qui en souffrent de ça aussi. Oui. 750 jeux vidéo. 750 jeux, ouais. Enfin maintenant un peu moins parce que j'en ai vendu quelques-uns, mais voilà, ça reste. Je pense que j'ai pas des je suis pas descendu en dessous de 700, je pense. Il doit en avoir au moins 700. Parce que en fait, tout est en France, la plupart de ma collection, tout est en France, parce que pour les faire amener ici, déjà, ça coûte cher. Et puis, comme j'ai aussi beaucoup déménagé ici, je peux encore établir un seul endroit pour... si jamais tout, après, je dois tout redéplacer, ça va être un peu compliqué. Donc, ouais. Mais waouh, 750 jeux vidéo, c'est énorme. T'as joué à chacun? J'essaye, mais je pense pas que je les ai lancés. J'essaye justement chaque fois que j'en soin de le lancer au moins une fois pour voir à quoi ça ressemble. Donc après, surtout la licence Final Fantasy, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et que Square Enix a tendance à faire des gros coups marketing à coups de grosses éditions collector, dont certaines ne sortent qu'au Japon. Donc du coup, pour les faire amener d'ici, ça coûte encore plus cher. Là, je me suis un peu calmé, pareil aussi, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui me titille. Quoi. Puis ton meilleur jeu de Final Fantasy serait lequel? Ou celui que t'as le plus roulé, ou celui que t'as joué le plus souvent, je pourrais dire? C'est ça qui est un peu bizarre, parce que celui auquel j'aime le plus jouer, ça va être le 7, parce que ça a été mon premier, en fait, typiquement. Quoi. Parce que donc nous, en Europe, en fait, le 7, c'est aussi le premier qui est sorti. On n'en a pas eu d'autres avant.
Et, Les autres, c'est le 4. Non, le premier. Le premier est sorti en Amérique du Nord. Ouais, le premier est sorti, mais dans l'espèce de code chiffré. Le 4, c'est le premier. Le 5, non, c'est non, le premier, c'est le premier. le premier, c'est le premier. Juste le 2, c'est le 4. Et le 3, c'est le 6. Ok, c'est ça, c'est le 5 qui ont skippé de bord. Ouais, c'est ça, le 5. Enfin, 2, 3, 5, ils ont skippé. Et puis après, ils ont continué la suite. Mais après, mon préféré. Mais là-bas, c'était le 7 qui est sorti en premier. Voilà, c'est ça, ouais. On a dû attendre juste à la sortie de la PlayStation pour avoir une sortie simultanée sur. Enfin, pas simultanée, mais quasiment sur tous les territoires pour Final Fantasy VII. Ouais. Avant, non, c'était. L'Europe, c'était pas le bon territoire. Ça n'a pas marché, pas intéressant pour. Fait que le 7, ça a été celui que t'as le plus. Voilà, c'est ça. Mais pourtant, celui que je préfère au niveau de l'histoire, au niveau des musiques aussi, mais surtout pour le scénario, ça va être le 8, quoi. C'est vraiment une histoire qui m'a. Ouais, c'est vraiment une histoire qui m'a plus touché. Je saurais pas trop dire pourquoi d'ailleurs. Celui que j'aime le moins, sûrement. Mais souvent, justement, c'est un des plus décriés, mais. Après, c'est ça qui est intéressant avec Final Fantasy, c'est que chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, les cartes sont rebattues à nouveau, puis on a un nouveau système de jeu, on a des nouveaux personnages, on a une nouvelle histoire du coup. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans tous les épisodes. Pourtant, moi j'ai joué au 13 aussi, ben j'ai joué à pas mal tout excepté ceux qui sont en ligne, ce qui veut dire le 11 et le 14. Le 13, c'est sûrement celui que je préfère le moins, à vrai dire. Ça a vraiment été, selon moi, le pire Final Fantasy. Le 8, c'est un de ceux que j'aime le moins. Je dirais que c'est peut-être après le 13. Puis là, t'as le 15 qui s'en vient, je sais pas si t'es... J'ai pas encore testé la démo, mais enfin de voir les différentes vidéos, par contre, moi ça me hype beaucoup, je l'attends énormément. Moi, je t'ai pas vendu, puis je disais que justement ça allait être encore un gros flop comme le 13, jusqu'à temps que j'ai vu la bande-annonce où ce qui monte le summon de Ramuh. Puis là, j'étais vendu. Ça, j'ai pas vu encore. Parce que c'est disponible dans la démo, en fait, puis c'est pour ça que je préfère le faire moi avant de le voir. Ouais, ça a été le moment où je me suis dit, ok, Final 15, je vais y croire, ça a vraiment de l'air bon. Mais avant ça, j'étais pas vendu. J'aime pas la direction qu'ils ont pris dans... On dirait que le 13, c'était très linéaire, puis j'ai peur qu'ils retournent là-dedans. Quoique le 15 a l'air plus libre. C'est un monde ouvert, en fait, quoi, donc normalement, ça devrait être différent. Ouais. Mais encore une fois, on verra à la sortie. Mademoiselle Popcorn, est-ce qu'on a d'autres sujets? Deux autres. Le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, la meilleure trilogie selon vous? Donc, on parle de Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux, puis le Hobbit, la meilleure des deux trilogies. Je sais pas si t'as vu les deux? Ouais, j'ai vu les deux, puis là, justement, ça tombe super bien parce que j'ai jamais lu Enfin, j'avais commencé à lire le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune, et puis j'avais pas continué, donc là, j'ai recommencé. Pour voir justement à quel point pour constater les différences entre les films et puis ils sont énormes quand même. Rien que dès le départ déjà il se passe plein de trucs qui sont pas dans les films, donc c'est intéressant de pouvoir voir ça. Mais alors les deux trilogies, entre les deux trilogies, j'ai beaucoup aimé les deux, mais enfin là le Hobbit en plus comme c'est plus récent, les effets spéciaux sont plus réussis forcément. Même si je mets les effets spéciaux de côté, c'est sûr que la première trilogie a de quoi de spécial, parce que c'est le Seigneur des Anneaux, c'est des grands livres, l'histoire est vraiment intéressante. Mais si je mets mettons justement les effets spéciaux de côté, puis je regarde vraiment les deux histoires, je préfère le Hobbit, juste parce que c'est selon moi. Tu sais, Seigneur des Anneaux, le premier, c'est la communauté de l'anneau, puis t'es comme, oh, ok, une gang de gars, une gang de personnes qui vont se réunir ensemble, puis qui vont aller casser des gueules, ça va vraiment être génial. Puis tu te rends compte que après, au début du deuxième film, tout le monde à la fin du premier, à vrai dire, tout le monde se sépare, puis ça devient un peu des petits groupes indépendants. Puis, je sais pas, je trouve qu'on avec Sean Bean qui meurt encore dedans. Oui, Boromir qui meurt. Puis je trouve qu'on... Personnellement, c'est des super bons films, mais je déteste Frodon, je déteste Sam, des personnages que je trouve qui sont super attrayants, mais qui vont pas me toucher personnellement. Mes personnages préférés dans chaque film, qui est le premier, c'était Boromir. Puis du début jusqu'à la fin, j'étais comme, il est vraiment cool ce personnage-là, il meurt. Dans le deuxième, c'était l'espèce d'elfe qui arrive à la fin pour sauver tout le monde à Helm's Deep, il meurt. Puis le troisième, j'ai trouvé juste trop long. Donc j'ai plein de choses à pick apart, je pourrais dire, puis à pointer du doigt dans la première trilogie, que j'adore quand même, mais pour moi, ça va vraiment être le Hobbit.
parce que c'est une gang de nains qui vont à l'aventure Ouais, c'est vrai que ça, c'est avec sympa. Gandalf, puis c'est vraiment un film un peu plus d'aventure on a le goût d'aller en quelque part, puis on y va. Puis j'adorais vraiment l'aspect... Ben, les 2 premiers, je les trouve vraiment bons. Le 3e, un petit peu trop long, encore une fois. Puis je trouve ça Beaucoup de combats, dommage. surtout, quoi. T'sais, à la fin du 2e, t'as Smaug, le dragon qui arrive, puis t'es comme... Moi, c'est mon passage préféré. Je trouve. Dans le 3e opus, ça va être malade. Il va y avoir un dragon qui va semer le chaos partout dans le monde, puis il meurt en dedans de 5 minutes. Fait que c'est... Bah, c'est ça en fait, c'est que. Enfin, moi je m'y attendais, donc c'est pour ça que j'ai pas été surpris de voir qu'en fait le début du 3e film c'était en fait la fin du 2e, quoi. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Ils ont coupé justement au bon moment dans le 2e pour justement mettre juste ce qui manquait au tout début du 3e, puis bah voilà, le dragon il meurt, puis après il se passe autre chose, quoi. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment dommage, justement. Ben, tu sais, c'est correct d'avoir coupé à ce moment-là, parce que ça nous laissait sur un gros high. Exactement. Ah ouais. Mais je trouve ça vraiment dommage pour le 3e film, vu que le dragon meurt, puis après ça, c'est... tu vois des gens se taper dessus pendant 2 heures. C'est à peu près ça. Bah voilà, c'est ça. Il se passe pas une tonne de trucs dans le 3e, c'est vraiment des gens qui se Bah tapent voilà, dessus. c'est ça. L'intrigue est mise de côté pour justement favoriser le combat. Mais... Ouais. Puis le développement des personnages, je veux dire, même si c'était le 3e film, ça fait 2 films qu'on les connaît, il y en avait vraiment 0. Fait que ça fait 2 films que tu t'attaches à des personnages, puis soudainement, tu les vois juste se battre. Je veux dire, les personnages étaient vides en fin de compte. Là. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Mais ça reste ma trilogie préférée, la 2e, le Hobbit. C'est vraiment... Ouais, c'est vrai que le Hobbit se démarque bien du Seigneur des Anneaux. C'est surtout fou de voir que Peter Jackson a réussi à faire 3 films à partir d'un seul livre, quoi. Ouais, ben 2 films, plus une longue scène de bataille. Mais enfin, pareil, pour moi, ma scène préférée, ça va être vraiment le dialogue entre Bilbon et Smaug, justement, quand il arrive là dans la montagne et qu'il va chercher le Arkenstone. J'ai trouvé ça complètement fou, parce qu'en plus, le dragon fait vraiment la taille de la pièce, quoi. Puis après, de voir qui joue les 2 personnages respectifs, c'est marrant justement de se rendre compte que c'est Bilbon, Sherlock. voilà, c'est ça, c'est les 2 personnages qui c'est jouent Sherlock dans et Watson. Et moi j'ai trouvé ça vraiment génial de les voir tous les 2 dans des rôles différents, et puis pourtant qui arrivent toujours à se donner la réplique et tout. C'est 2 gars qui sont super bons ensemble. Un pour jouer avec l'autre. Ouais. Séparément, ils sont encore très bons, là, mais sont vraiment à leur avantage quand les 2 sont ensemble. Là. Justement dans Sherlock, qui est une super belle série. Qui est, soit dit en passant, écrit par... Il y a peu de gens qui le savent. Je sais pas si t'es un fan de Doctor Who. Non. Enfin, j'ai jamais regardé, en fait. J'ai jamais regardé. Ouais. Il y a beaucoup de fans de Doctor Who qui se disent « Ah, Sherlock, c'est merveilleux. » Mais c'est parce que le showrunner, celui qui a dirigé... ben, pas dirigé, mais celui qui a mis tout le monde ensemble, puis qui donnait la ligne directrice pour le show Doctor Who, a quitté Doctor Who pour aller faire Sherlock. Ah, ok. Fait qu'il y a beaucoup de fans de Doctor Who qui se disent « Ah, Sherlock, c'est merveilleux. » Mais c'est parce que c'est la même vision. C'est le même gars là, ça va me faire regarder Doctor Who. C'est vraiment différent. Si je peux avoir ce même feeling dans un autre univers. Ouais, mais c'est un peu le même genre de personnage qu'on est perdu dans une intrigue un peu fofolle, puis on découvre des informations, puis c'est un peu la même chose. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis il y a peu de gens qui le savent justement que c'est Steven Moffat qui dirige un peu les 2. Okay. Puis c'est d'où aussi la chute de Doctor Who qui est dans la 8e saison, ben la 8e série. Avec le nouveau docteur, qu'il y a peu de gens qui l'écoutent, parce que c'est allé dans une direction complètement différente, mais justement c'est Steven Moffat qui est parti, puis qui n'était pas en charge de la 8e saison, que ça a tout changé, puis il y a eu beaucoup de pertes d'histoire à cause de ça. Mademoiselle Popcorn, dernière question, je pense? Ouais, la dernière. Allons-nous voir un apprenti de Darth Vader dans le futur film de Star Wars, épisode du spin-off? Ou spin-off. Ou spin-off. Ouais, je m'excuse. Ouais, t'es pas très bien. Parce qu'on se rappellera, Darth Vader, il y a toujours 2 sites. Exactement. Ce qu'ils disent il y a le maître et l'apprenti. Dans le premier, t'as l'empereur qui est Darth Sidious, t'as Darth Maul dans le premier, dans le deuxième, t'as Darth Tyrannus. Ouais. Christopher Lee. Ouais. Puis t'as même aussi une espèce de corrélation avec Darth Tyrannus, puis le général Grievous qui semble être un semi-apprenti.
Puis là, après ça, t'as l'Empereur puis Darth Vader dans le 4, 5, 6. Puis là, on a une nouvelle génération de films qui s'en vient avec Kylo Ren. On sait pas encore son nom. Ouais. De Sith, si c'est un Sith. Mais, on se rappelle dans les jeux, sûrement, je sais pas si t'as joué à c'est Star Wars The Force Unleashed. Je les ai pas finis. Faudrait que j'ai fini. Mais il y a un personnage qui s'appelle Starkiller. Ah, le Qui est le personnage principal, ouais. qui est l'apprenti de Darth Vader. C'est un apprenti caché. Justement parce que Darth Vader veut éventuellement tuer l'empereur puis prendre sa place. C'est pour ça qu'il y a un apprenti caché qui s'appelle Starkiller qui l'envoie faire ses petites besognes à droite et à gauche. Puis il y a plusieurs théories qui sortent que ça serait Darth Vader qui aurait actuellement pris Starkiller pour aller voler les plans de l'étoile de la mort pour les donner aux rebelles. Pour un peu mettre l'empereur sur une zone inconfortable, je pourrais dire. Fait que il y a plusieurs théories qui sortent comme ça. Mais là, l'empereur, normalement, est censé être mort, non? Là, l'empereur est mort. Ouais. Mais est-ce qu'on va apprendre maintenant, ou dans les spin-offs qu'il va y avoir dans le futur, que Darth Vader avait un apprenti? Parce que c'est pas canon, les jeux vidéo de Force Unleashed. Ouais. Tout ce qui est canon, c'est Clone Wars, Rebels, puis les films. Il n'y a rien d'autre de canon pour le moment. Et je me demandais si tu avais une idée, est-ce qu'on va apprendre des apprentis cachés, des choses comme ça? Bah, ce serait intéressant, donc ce sera dommage d'explorer l'avenir, faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors après, justement, non, moi je préfère justement attendre, voir comment ils vont réussir à me surprendre. Comme ça, surtout qu'en plus c'est J.J. Abrams qui réalise le film, qui est très très bon dans tout ce qu'il fait. Quoi. J'ai pour l'instant rien vu de ce qu'il avait fait qui était mauvais. Quoi. Que ce soit Lost, enfin justement ça commençait à devenir mauvais. Rien qui a dirigé, ouais c'est exactement. Là. Donc, mais puis après le Star Trek, je crois que c'était le dernier là, qui est sorti, ou les deux. Il a fait les deux. Les deux derniers, c'est lui qui les a fait. Ouais. Où justement, moi ça m'a permis de me dire un peu à quoi allait ressembler Star Wars peut-être. Avec ça, et puis moi ça m'encourage hein, justement. J'ai hâte d'être à la fin de l'année pour voir ce que ça va donner. Ça va être quelque chose de vraiment énorme. Justement, ça va sortir au mois de décembre. Puis le premier spin-off est annoncé qui va s'appeler Rogue One, qui est un film où il n'y aura pas de Jedi, soit dit en passant. Ça va être seulement un escadron des rebelles pour aller voler justement les plans de l'Empire. Ça va être cette histoire-là. Puis ça va être quelque chose... ils ont annoncé que ça va être un petit peu plus dark, un peu plus sombre que Star Wars normalement. Parce qu'ils vont aller jouer dans, justement, c'est la guerre. Celui qui dirige qui réalise le film, je ne me rappelle pas de son nom, a déjà fait justement une espèce de petit pilote, 2 minutes de tournage, pour le présenter puis vendre le projet aux grands dirigeants de Disney, qui ont accepté immédiatement. Puis il a dit que c'était un peu un film comme un film de Deuxième Guerre mondiale, je pourrais dire. Un peu dans le même genre. D'accord. Un film à la Saving Private Ryan ou à la Band of Brothers. Ok, donc aussi cru et puis... Ouais, c'est ça. Ça va être très réaliste, très, très sombre, très... on est dans la merde. Voilà, c'est ça. Puis on va devoir en sortir. Ouais, mais à la Star Wars, ce qui veut dire qu'il va y avoir des piou-piou puis des vaisseaux spatiaux. Fait que ça va être la fun pour ça. Mais moi, j'espère vraiment voir un apprenti caché. Justement, parce que explorer ce filon d'idées-là que maintenant... Parce que là, il n'y a plus de sites. Normalement, c'est ça. Parce que Darth Vader est mort, l'empereur est mort. Fait que j'espère vraiment, puis là, on a vu que Kylo Ren qui est supposé jouer soit un collectionneur Sith ou un Sith en tant que tel, ça prend un apprenti, puis j'espère que ce serait une bonne façon de l'amener. Oh, excusez. Que Darth Vader avait un apprenti caché, qui pourrait être Starkiller. Puis je me doute que Kylo Ren n'a pas de nom dans les bandes annonces puis dans le casting parce qu'il va s'appeler Starkiller. Parce que justement, on a vu quand même un sabre laser rouge, donc on sait qu'il va y avoir un site quand même. Mais... Fait que je trouverais ça le fun vraiment d'explorer l'avenue que Darth Vader avait un apprenti caché. Il y a beaucoup d'annonces aussi qui étaient faites qu'il y a beaucoup de scènes dans le film que ça va être des flashbacks avec Darth Vader. Celui qui joue Darth Vader dans les flashbacks, c'est un gros gars de la pas de la MMA, de la WWE, je pense. Un lutteur, en fin de compte. Qui va jouer Darth Vader en set. Fait qu'on sait que Darth Vader va être dans le film. Fait que selon moi, peut-être que ces scènes-là sont pour annoncer qu'il va avoir un apprenti caché, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Surtout avec, je sais pas si t'écoutes Star Wars Rebels. Non. T'as-tu écouté Clone Wars? Non plus. Bon, ben... C'est vrai que j'ai vu que les films jouer un peu au jeu, mais...
Enfin, Mais dans Clone Wars, Anakin Skywalker, qui est Darth Vader, a un apprenti Padawan qui s'appelle Ahsoka Tano, qui quitte les Jedi à la fin. Puis elle décide d'aller faire ses propres trucs. Puis dans Star Wars Rebels, qui est beaucoup plus tard, on la voit revenir. Donc ça m'étonnerait qu'on la voit dans le film, mais il y a toujours un apprenti en arrière d'Anakin Skywalker / Darth Vader qui est toujours un peu présent. C'est pour ça que ça m'indique que il a exploré l'idée et puis il trouve que c'est une bonne idée, fait qu'ils vont sûrement aller dedans. Fait que selon moi, oui, j'espère grandement. Oh, pareil, j'espère aussi. J'espère surtout être surpris en fait. Puis ça, ce serait typiquement une excellente surprise de voir ça. Surtout de tirer à la J.J. Abrams qui cache et qui ment au public, ce serait vraiment cool de voir ça. Donc, merci beaucoup Antoine pour d'avoir participé au Geek Show. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, Book, on trouve ça sur book.ca, ce qui est B-O-O-Q-C. Éditionbook.ca. Éditionbook.ca. Faut pas oublier l'édition au début. Pour aller voir le MOOC qui va sortir à tous les 3 mois. C'est ça. Allez vous abonner, ça coûte vraiment pas cher pour avoir de l'information de qualité. Allez voir ça. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine avec... Je sais pas qui qu'on va voir la semaine prochaine, je me rappelle pas de son nom. Mais on va être là la semaine prochaine. Merci! Ciao! Bye bye! C'est chiant, ça n'attendait rien que ça en plus. Je vais te scraper ton intro. Je vais avoir la